Disons ceci, la situation, les choses se passent un peu chaque jour. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène vers la fin de toute cette aventure. Quand vous regardez au Rwanda, tout semble être calme. C'est l'impression depuis toutes ces années. De ce côté-là, Kagame a maîtrisé son pays. Il contrôle les médias, il contrôle la société civile, ça n'existe même pas. Il contrôle l'opposition, qui n'existe pas. Il contrôle les pays. C'est les services de renseignement du Rwanda, ces services de répression qui sont en train de surveiller toutes les communications entrant et sortant du Rwanda sont contrôlées. Vous ne pouvez pas parler sans que ces gens-là soient au courant de ce que vous dites. Donc, c'est un pays où il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas les droits de l'homme. Mais comme vous savez, les Blancs, s'ils décident d'être avec toi, ils ferment les yeux sur tes bêtises. Tout ce que tu fais de mal, ils ferment les yeux. Depuis le début, ils savent que Kagame était leur agent qui faisait le sale boulot. Et aujourd'hui, avec peine et amertume, ils ne savent pas comment se débarrasser de lui. Il leur a rendu beaucoup de services, il a fait beaucoup de choses qu'eux toléraient. Aujourd'hui, c'est Trump qui est au pouvoir et Trump, dans sa doctrine, il ne voit pas Kagame s'aligner avec sa doctrine. Il a des disciples qui sont tranchés comme J.D. Vance qui est son adjoint. Le vice-président américain est difficile. C'est même dans certains couloirs, on parle que c'est lui qui va remplacer Trump pour maintenir ce cap-là, bien qu'il y ait une rivalité avec le ministre des Affaires étrangères qui est Marco Rubio, qui est un peu plus ouvert, qui est plus cultivé que J.D. Vance, qui comprend bien le monde, que J.D. Vance qui est plus un peu comme Trump, qui maîtrise les États-Unis, qui n'est pas trop éparpillé. Donc c'est ce J.D. Vance-là qui a pris le dossier du Rwanda et qui traite, nous approchons de l'ultime moment où tout va s'écrouler. Mais quand vous regardez au Rwanda, vous voyez que tout fonctionne correctement. Mais regardez au moins comment Kagame s'est exprimé, je crois, c'était hier ou avant-hier, son histoire de breakfast, National Breakfast Prayer. Ça s'est passé quand? C'était hier. Hein? Là-dedans, il parle, vous sentez que l'homme est désespéré. L'homme a perdu toute confiance en lui. C'est un homme qui est fini, un homme qui ne croit plus à ses exploits d'autrefois, à ses expériences passées, à ses succès passés, à ses victoires passées. Kagame est en train de se remettre en cause. Il appelle à l'unité de tous les Rwandais. Il appelle à être fort, à tenir. Parce que lui, comme leader, comme le fondateur, hein, on le considère comme le fondateur du FPR, il ne peut pas donner l'impression que c'est fini, on a perdu, commençons à pleurer, on va me tuer, on va me chasser du pouvoir, on va m'arrêter, je vais partir en prison. Il ne peut pas faire ça. Il va continuer à faire sa propre rhétorique comme d'habitude, mais sa famille connaît. Sa famille connaît
à quoi Kagame est en train de faire face maintenant. Si vous voyez Tshisekedi monter, descendre, Félix Tshisekedi est en train de finir cette toile d'araignée qui a pris Kagame avec ses hommes. Boutatandas, ouais. Vous voyez comme les insectes, comme les mouches et tout ça, les moustiques. Il ne faut pas trop jouer. Vous risquez d'aller vous mettre là, vous êtes coincé et vous ne pouvez pas sortir, personne ne peut vous sauver. Et moi, j'illustre ça par l'Unteka. Le système Lunteka, c'est un système qui vous surprend. Ça vous donne l'impression que ça va, c'est une terre ferme, tout ça. Vous avancez, à un moment donné, vous sentez que vous êtes coincé, vous êtes dedans. C'est un peu comme une surprise. Kagame a envoyé ses hommes depuis décembre, après la signature à Washington. Kagame a signé pour signer. C'est pourquoi 5 jours après ou 6 jours après, ils ont pris Uvira. Parce que pour lui, il a laissé des gens à Washington. Il a engagé plusieurs personnalités, des gens qu'il a servi, des gens qui ont profité de son régime. Il a fait en sorte que tous ces gens-là puissent mettre la pression sur l'administration américaine, que ces derniers puissent se retirer et reculer. Ça n'a pas fonctionné. Les Qatar, tout ça, il a fait entrer tout le monde. Ça n'a pas fonctionné. C'est pourquoi vous avez vu dernièrement les Nyarugabo commencer à raconter des choses. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas réellement qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait. Si c'est les minéraux qu'il a donnés aux Américains, ils ont proposé la même chose un peu plus encore. En disant, nous, on ne demande même pas gagnant-gagnant. Nous voulons que vous puissiez prendre seulement tous les minéraux. Nous, on a besoin d'avoir le contrôle. On va gagner autrement. Vous prenez les minéraux. Les Américains ont dit non. Au point où nous sommes arrivés, c'est difficile. Il y a une délégation américaine du Congrès qui est passée à Kigali au courant de la semaine qui vient de se terminer. C'est des gens qui le connaissent, qui lui a... la photo que j'ai mise, c'est juste une photo, ce n'est pas cette délégation-là. C'est des gens qui ont été avec lui, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont aidé à avancer. Mais aujourd'hui, en d'autres termes, ce sont les pro-Kagame. C'est vrai, on envoie pas toujours le pro-Kagame, ils viennent toujours, non, voilà, renforcer les liens et tout ça, la coopération. Ça, c'est les génériques de ce que ces gens-là souvent racontent. Mais leur mission réelle, c'était de venir dire à Kagame, mon amai Yebela. La manière dont tu fonctionnes avec Trump, tu risques d'être surpris. Nous ne voulons pas te livrer, mais c'est lui qui a l'impérium, il a l'armée, il a les renseignements. Il peut te surprendre, on va te prendre, ça sera trop tard. Faites un peu profil bas. Essayez d'éviter trop de montrer que tu peux continuer à résister aux Américains. Tu as eu un clash avec le vice-président des États-Unis. Marco Rubio ne te supporte pas, il veut ton départ. Donc tu n'as pas un allié dans la ceinture immédiate du président américain. Nous ne pouvons rien, nous sommes congressmen. Faites très attention, parce que les choses ne se présentent pas bien pour toi. Quand ils sont partis, Kagame a fait maintenant son histoire de breakfast, National Breakfast Prayer. C'est là qu'il parle aux Rwandais, il les appelle à l'unité, il dit qu'ils soient forts, qu'ils puissent tenir. C'est comme quelqu'un qui faisait un adieu, comme quelqu'un qui faisait un testament, qui sentait que quelque chose peut arriver, mais
Soyez préparés, ne baissez pas les bras, continuez. Je dis, il parlait en Kinyarwanda, ceux qui suivent, ceux qui entendent, ils nous ont dit, voilà, les messieurs n'est pas vraiment... Le monsieur a perdu vraiment toute confiance. Donc, le monsieur ne sait pas trop, parce que même ces congressmen ne lui ont pas dit exactement ce qui peut arriver, quelles sont les potentielles actions que l'administration américaine prépare contre lui et son régime. Personne ne connaît réellement. Donc, ils sont partis et Kagame a senti que la fin avance à grands pas, qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont fait de mauvais jugements. Ils ont eu des résultats d'analyse biaisés. Ils ont sous-estimé Tshisekedi. Ils n'ont pas vu venir avec sa stratégie de triangulation, où Kagame se retrouve au milieu, il est tous les trois côtés se fermer, au point qu'il ne peut plus bouger. Kagame qui comptait sur l'Union européenne est devenue évasive, un peu ambiguë. Eux-mêmes cherchent leur survie avec les Américains. Ils ne savent même pas. Trump est avec eux. Trump les a abandonnés. C'est comment l'Europe est perdue. Ne suivez pas le petit Macron qui raconte, qui ne sait même pas ce qui se passe. Macron risque de donner un ordre. Les généraux là lui disent, tu n'as pas le droit de nous demander de faire ça. Donc, Kagame a commis la même bêtise que Mobutu avait commise. Mobutu a travaillé avec les Américains 32 ans. Bill Richardson dit à Mobutu, il vient à Kinshasa, il lui dit, Monsieur le Maréchal, vous pouvez partir, vous êtes notre ami, nous ne voulons pas voir ton corps trimbalé dans les rues de Kinshasa. Il est temps, il faut partir. Bon, les discussions ont commencé déjà au début des années 90, tout ça, ils voulaient les minerais, Mobutu a refusé, il y a eu trop de choses. Ils se sont dit, bon, ce gars-là, c'est notre gars. Il a travaillé pour nous quand il y a eu, quand il y avait la guerre froide. Maintenant, le mur de Berlin est tombé, donc c'est la fin de la guerre froide. Ce gars, on lui demande d'avoir le contrôle du sous-sol congolais, il refuse, il faut se débarrasser. Les Américains ont pris la décision parce qu'aux États-Unis, on fait toujours des projections, ils ont toujours une tendance du monde. Le monde va aller dans quelle direction? Et on prend tous cette direction-là. C'est comme ça qu'on se débarrasse de Mobutu. Mobutu ne comprend pas. Au lieu de se retirer, au lieu de prendre le pouvoir, laisser par exemple à l'opposition, donner à Tshisekedi, comme ça le pays est stable, il peut de temps en temps venir. Non, non. Il refuse, il s'entête. Qui l'a entêté? Les Français. Oh non, ne t'en fais pas, nous sommes là. Hein? Quand l'offensive a commencé, les Américains ont soutenu le Rwanda avec l'Ouganda, tout ça, Burundi. Mobutu est parti. Il est allé mourir dans l'impopularité au Maroc, après avoir été refusé de descendre à Lomé. Donc, après avoir été refusé d'être accueilli par son ami Iadema Nassimbe, qui devait lui donner l'asile. Nassimbe a refusé. Qui a donné l'ordre à Nassimbe de ne pas recevoir Mobutu? On ne sait pas. Peut-être c'est toujours la France qui a dit non, ne les recevez pas là-bas. Mobutu appelle la France, il appelle Paris, l'Élysée, pour qu'on lui donne le visa pour qu'il entre sur le territoire français. Ils ont refusé. Mobutu a trimballé en l'air, il pouvait même mourir là-bas avec l'avion. Sans carburant, sans le kérosène là, c'est benzène.
il allait finir où? C'est comme ça qu'on va lui accorder au Maroc, il va atterrir là. Donc, la même chose, Kagame est sur cette trace-là. Je ne sais pas si les Américains attendent les 32 ans de Kagame, parce que au mois d'avril, ça sera 31 ans. Est-ce que c'est la 32e année qu'ils veulent, comme Mobutu, le faire partir? Je ne sais pas. Mais au lieu que Kagame comprenne que les Américains, ceux qui sont au pouvoir là, ils ne veulent pas de lui, il devait faire profil bas et accepter de lâcher le Congo, se concentrer peut-être dans ces histoires qu'il fait en Guinée, tout ça, créer ses entreprises à gauche, à droite pour nourrir sa population, je ne sais pas. Il a continué sur demande de Macron qui lui dit non, on est là, on va te fournir ceci, on va... Mais tous les matériels que Macron a fournis avec sa DGC, quelque chose comme ça, les services d'enseignement militaire américain, là, ça ne fonctionne plus. Ils sont débordés. Ils ont envoyé un drone kamikaze du côté de Kisangani. On a détruit ça. Ils n'ont pas compris parce qu'ils voulaient attaquer les installations de Blackwater, tout ça pour détruire. On a canardé ces petits drones qui venaient. Ils étaient surpris. Ils n'ont pas compris comment ces drones a été détruit. Donc vous croyez qu'Eric Prince est venu blaguer là-bas? C'est ça, non? Sud-ouest, le sud-est plutôt. Alors, sud-est, il y a un point à attaquer. Et puis, il a été maîtrisé. C'est ici qu'il est tombé. Un peu ça. Bombe, il avait 2 bombes. Avec une balai, il était bien équipé. Félix convoque le dialogue pour l'unité nationale, sinon nous... Vous avez entendu? Ça sont nos forces spéciales. Ce sont les enfants que le président Tshisekedi a formés, qui ont la technologie, qui travaillent avec les Blackwater, avec les Israéliens, tout ça, qui ont déjà du matériel. La base de Kisangani qui devait être attaquée, ça c'est l'aéroport de Kisangani. Donc, Kagame, ils se sont rendus compte qu'ils sont malmenés au sud Kivu et tout ça. Tout est coordonné à partir de Bujumbura et Kisangani. Ils ont envoyé un drone kamikaze pour aller détruire la base stratégique et technologique. Mais ils ne savaient pas quel type du matériel nous on avait là-bas. On a détecté ces bombes kamikazes qui venaient avec 2 bombes déjà chargées pour larguer. On a attaqué en plein vol, on a détruit ça. Vous venez de voir ça. Ça veut dire que c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à se battre sur terrain parce qu'on a stoppé toute son aventure. Tous ces bruyères, on a mis ça hors service. Tous les systèmes qu'ils avaient, qui contrôlaient la communication des FARDC, tout ça, on a détruit tout ça. Ils sont même surpris parce que maintenant, on fait même intrusion. On connaît tout ce qu'ils font. Partout, leurs hommes sont surpris à tout moment et neutralisés. On nettoie. Quand vous avez une base avancée là-bas, vous voyez que les autres, les balles s'approchent. Vous comprenez que cette base avancée est tombée, n'est-ce pas?
Vous qui êtes ici, vous faites quoi? Vous prenez fuite, c'est ce qui se passe. Parce que quand vous êtes là, vous êtes bon, à 5 km, il y a nos gares qui sont là-bas, il y a à peu près une compagnie. Compagnie, je ne sais pas, c'est 500 personnes, je ne sais pas. Mais vous entendez qu'il y a les balles qui étaient à plus de 5 km sont maintenant à 5 km. Vous, vous êtes ici. Vous continuez à attendre, voir les balles venir vers vous. Parce que quand ça tire, les experts, les militaires savent que ce sont des balles qui vont dans notre position. Ou bien vous voyez que les balles viennent vers vous. Vous dites, ah, donc l'ennemi est en train d'avancer. C'est comme ça que vous entendez. Oh, ils ont quitté Walungu précipitamment, ils sont en train de partir parce que leurs bases avancées sont tombées. C'est tombé comment? Donc, nous avons une supériorité sur le terrain. Ça, c'est le rapport de force a changé. Ça a basculé. Ils ont compris, ils ont envoyé des drones. Leurs drones, tous les jours, on les détruit comme des cacahuètes. La technologie d'Eric Prince est tellement forte. Les matériels qu'ils ont amenés, c'est incroyable. Vous voyez même l'Ouganda a peur, non? L'Ouganda a tenté de déranger en Ituri. Vous les entendez encore? Ils ont compris. Laissez le Rwanda gérer son affaire là. Nous ne voulons pas entrer dedans. Même quand Nanga a raconté des bêtises en disant non, nous collaborons avec le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda a réagi directement pour dire non, non, nous on n'est pas dedans. Mettez vos histoires là au Rwanda, pas chez nous. Quand les officiers du M23 ont voulu traverser pour l'Ouganda, on a refusé. On les a stoppés, dit non, non. Vous rentrez là-bas, vous trouvez une autre issue. Donc maintenant, là, tout le monde va au Rwanda. Je ne sais pas ce que Kagame va faire. Si une autre guerre qui va se créer au Rwanda, eux-mêmes vont se neutraliser là-bas. Parce que toute cette vague de militaires qui vont au Rwanda vont manquer où dormir la première nuit. Oui, Kagame n'a pas prévu. Au début de la guerre ici, au Rwanda, ils ne savaient pas qu'il peut y avoir 10 à 12 000 militaires qui sont au Congo. Il n'y en avait pas. Ils ont recruté, même aujourd'hui à Bambo, ils ont pris plus de 1000 jeunes. Par force, ils les ont amenés à destination inconnue. Je ne sais pas ce que ces Rwandais veulent vraiment faire. Maintenant qu'ils vont entrer là-bas, ils seront nombreux là-bas. Ils vont manquer la première nuit. Où dormir? Quoi manger? Vous n'allez pas gérer 10 000 personnes comme ça. Il faut préparer 10 000 nourritures, 10 000 plats à donner à 10 000 bouches. Un militaire qui porte l'arme, il doit manger. Et tous les jours, ils doivent manger. Kagame va faire quoi? Il va les désarmer. Ok, s'il les désarme, il les met où? Comme des réfugiés. S'ils sont réfugiés, ils doivent manger. S'il n'y a pas assez d'argent, ils vont se révolter. L'insécurité va s'installer à Kigali. Est-ce qu'il va décider de les fusiller tous, les tuer pour se débarrasser d'eux? Je ne sais pas. Vous voyez comment les choses deviennent très compliquées. C'est comme ça que le M23 est allé pleurer à Doha. Il y a une délégation de la RDC aussi qui est partie, soi-disant pour que Doha puisse leur accorder des garanties juridiques. Il n'y a pas de garantie juridique pour eux. Ces gens ont tué au Congo. Ils perdent la guerre. Ils doivent être maintenant protégés juridiquement. Non, ils doivent faire face. C'est ce que leur a dit. Que non, maintenant c'est la justice qui doit continuer. On n'a pas besoin qu'on puisse entendre cette histoire. Non, on doit s'asseoir, on doit parler. Non, 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 non. Maintenant, c'est la justice qui doit faire le travail. S'ils étaient forts, ils allaient prendre Kinshasa. Ils se sont limités seulement à l'Est là. Donc, ils ont perdu. Ils ont perdu. M23 a perdu. Ils sont dans l'Unteka. C'est fini. Chimbunchuf. Chimboubui. Donc, voilà. C'est vous dire que
les choses ne vont pas bien chez le voisin. Il est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les Américains qui font pression. De l'autre, Tshisekedi qui a envoyé ses chiens de chasse pour neutraliser tous les petits militaires qui étaient venus de 1000 collines, qui sont en difficulté maintenant. Alors Kagame se dit, mais si Félix continue comme ça, toute cette vague, ils vont se remplir, ils vont remplir Kigali. J'ai fait comment? Ça va être comment? Ah, ça c'est ton problème, c'est pas le dialogue hein, pour dégonfler ces gens-là, les amener dans l'armée congolaise. Il n'y a personne qui va entrer dans l'armée congolaise. Lamba Lia Togoyate. Voilà. Félix Tshisekedi, demain, il signe avec les Émirats arabes unis un partenariat stratégique et il prend son vol pour Washington où il est attendu pour un grand événement sur les minerais critiques. Et voilà, nous vous avons dit que les sept, tous ceux qui habitent Maryland, Virginia, vous tous qui êtes dans la région de Washington DC, vous êtes invités à cette grande restitution sur les partenariats stratégiques parce que les Congolais doivent bien comprendre de quoi il s'agit. Nous serons là pour vous faire vivre cet événement en direct. Nous avons des orateurs qui viennent de Kinshasa et des États-Unis. Donc, vous avez là les orateurs de ce grand événement. Voilà, ils sont là. Ils vont vous expliquer les partenariats stratégiques, tout ce qui est dedans. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Venez, il y a beaucoup de bonnes choses pour vous, surtout vous qui êtes dans la diaspora. C'est pour vous, pour que vous puissiez vraiment vous bénéficier. Vous êtes les premiers bénéficiaires des entreprises qui vont aller chez nous. Tous les avantages que vous pouvez maintenant là comprendre comment ça fonctionne, c'est avec eux que nous allons faire ça. Voilà, le programme est là. Vous avez le programme. Je pense que l'adresse doit être quelque part. Voilà. George Washington University. Donc voilà. C'est à l'université de George Washington. L'adresse est là. Vous prenez déjà les contacts pour réserver votre place. Les places sont limitées. Soyez nombreux et soyez à temps. Je vous ai montré le programme. Ça commence à quelle heure? Nous commençons à 10 heures. Voilà. À 10 heures, on termine à 13 heures. Merci d'être nombreux à ces grands rendez-vous. Avec Dieu, nous vaincrons.